Mais difficile de débuter mon intervention sans évoquer le caractère spécieux de ce débat. Débat spécieux d'abord parce que la segmentation des thèmes retenus par le président de la République apparaît totalement artificielle. Séparer l'organisation de l'État et la fiscalité, c'est comme analyser les conséquences d'un phénomène sans regarder ses causes. C'est une chose de débattre de ce que devrait être le service public dans l'absolu. C'en est une autre de réfléchir avec, présente à l'esprit, une réalité que beaucoup d'entre nous semblent ignorer. La France est le pays le plus fiscalisé d'Europe. Par conséquent, toute autre idée qu'une baisse des impôts et donc de la dépense publique est à proscrire. N'en déplaise aux ministres et membres de la majorité qui rivalisent d'imagination en la matière. Une imagination qui s'inscrit dans la droite ligne de celle à l'œuvre depuis 2 ans. 11 nouveaux prélèvements ont vu le jour en France depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Débat spécieux ensuite, parce que tout le monde a compris que la sortie du grand débat n'allait pas se décider au Parlement, mais à quelques-uns dans le bureau du président de la République. Grand débat ou pas, c'est toujours le même principe de l'entonnoir qui gagne. Pour tenter malgré tout de faire œuvre utile, il est indispensable de rappeler le contexte qui entoure nos discussions. 2 exigences d'apparence contradictoire sont apparues dans les premiers temps de la mobilisation des Gilets jaunes. Moins d'impôts et plus de services publics. Moins d'impôts et pour cause. Avec plus de 1 000 milliards de prélèvements, jamais l'État n'a autant ponctionné les Français. Plus de services publics et pour cause, 20 à 25% des Français n'y a tout simplement pas accès. Mais comment résoudre cette équation impossible? Par une ambition que l'on pourrait formuler ainsi: mieux de services publics et des actions qui exigent une vertu qui fait jusqu'à présent particulièrement défaut au gouvernement, le courage. Le courage d'abord d'affirmer qu'aujourd'hui les fonctionnaires ne travaillent pas assez. D'après la Cour des comptes, 310 000 agents de l'État travaillent moins que la durée légale. Et l'on trouvera quantité d'exemples analogues, sinon davantage, dans la fonction publique territoriale. C'est pourquoi les Républicains proposent de rétablir les 39 heures dans les 3 fonctions publiques. Une mesure qui devrait être assortie de compensations salariales et d'une vraie mobilité professionnelle. S'il faut moins de fonctionnaires, il faut des fonctionnaires mieux payés et formés tout au long de leur vie. Il faut aussi, et c'est un aspect intéressant du projet de loi sur la fonction publique, élargir le recours à des contrats de droit privé, y compris pour les postes de direction. Le statut de la fonction publique ne doit plus être un totem. Il faut s'ouvrir à d'autres expériences et parcours et faciliter les allers-retours entre le public et le privé. Le courage aussi de dire qu'avec 5,5 millions de fonctionnaires, 1 million de plus qu'en Allemagne, par exemple, preuve est faite que la quantité ne fait pas forcément la qualité du service. Sans quoi la France serait le pays le mieux administré au monde. Trop d'agents à certains endroits et pas assez à d'autres. Voilà où est le problème. Il faut d'urgence chasser les doublons et redéployer des effectifs dans les zones en déficit ou les secteurs en grande souffrance, et notamment la fonction publique hospitalière, qui ne s'est toujours pas relevée des 35 heures. Les marges de manœuvre existent, messieurs les ministres. Elles sont considérables et elles excèdent de loin les objectifs pour l'heure théorique que le gouvernement affiche en matière de réduction du nombre des fonctionnaires. Je ne prendrai qu'un exemple que je connais bien en tant que députée de Paris, le Grand Paris. Le Grand Paris où vit un Français sur 6. Les échelons s'empilent. L'État, la région Île-de-France, 4 départements, la ville de Paris, 124 communes, la métropole du Grand Paris, le syndicat du Grand Paris et des syndicats aussi par dizaines. Et autant d'intérêts politiques et administratifs divergents. Un maelstrom où des institutions qui exercent des compétences analogues sont en concurrence les unes avec les autres. Et l'on attend maintenant, messieurs les ministres, depuis 2 ans, que le président de la République tranche la question institutionnelle et organise le gouvernement de ces territoires clés et qu'il dynamise la croissance française. Voilà un gisement de ressources et de compétences gaspillées, faute là, à nouveau, de courage politique. Le courage encore, messieurs les ministres, de dire qu'il faut harmoniser les régimes de retraite. Les Français ne se portent plus. Qu'en plus de l'emploi à vie, les conditions de départ à la retraite soient plus avantageuses pour les fonctionnaires que pour les salariés du privé. Et le courage, enfin, de s'attaquer aux 400 000 normes qui réglementent chaque parcelle de nos vies, chaque parcelle de l'action de nos entreprises. Une nécessité qui s'impose en premier lieu aux législateurs que nous sommes et qui permettra de débureaucratiser
la fonction publique pour la rendre plus efficace et en phase avec les besoins de la société. Chers collègues, avec un déficit supérieur de 1,5 point à la moyenne de la zone euro, une dette qui frôle 100% du PIB, toute démagogie est interdite. Alors notre conviction chez les Républicains, c'est qu'au prix d'une vraie réforme de la fonction publique, il sera possible de proposer un service public de meilleure qualité tout en réduisant drastiquement les dépenses publiques. De toute manière, de quelle autre alternative sérieuse disposons-nous? Quelle est l'offre alternative qui s'offre à nous? Aucune. Je vous remercie. Merci, Madame la